Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 16 août 2024. Au sommaire cette semaine, une entrevue avec le patron du numérique chez Québecor pour parler de la web radio Cube Radio qui débarque sur la bande FM. On va parler d'un nouveau produit et d'une nouvelle application en développement pour aider les femmes. On va également parler avec une chercheuse qui vient de publier les résultats d'une étude sur l'impact des tablettes sur les tout petits. Et c'est pas vraiment des bonnes nouvelles qu'on y apprend. On ira rejoindre Jérôme Colombin pour parler actualité. Et puis Jean-François Poulain s'intéresse à TikTok comme outil de recherche avec son invité. Mais juste avant de les entendre, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Renaud Boulanger, Nani Mambo, André Johnson, Chantal Lucier et Guylaine Simard. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Très heureux d'être avec vous et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez hop, on va rejoindre à l'instant Jérôme Colombin de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de l'actualité de la semaine. Eh bien, on le retrouvait d'habitude à Paris, on le retrouvait ensuite en Grèce et aujourd'hui, on le retrouve où? À Chypre. Bonjour Jérôme Colombin. Salut Montréal, comment ça va Bruno Guglielminetti? Une espèce de globe-trotter, toi. Comment ça va, toi? Bon, on dirait que je fais un tour du monde, ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est juste encore quelques jours de vacances, voilà. Non, parce que ton yacht, tu le tiens en Méditerranée, tu vas pas ailleurs avec. Oui, absolument. Alors, j'en ai un en Méditerranée, j'en ai un autre dans l'Atlantique. Hein. Oui. Mais voilà, cette année, c'est la Méditerranée plutôt. Celui en Atlantique, si je me trompe pas, il est amarré à New York. Ouais, et puis, je sais pas si tu as suivi, là, en fait, je sous-loue, c'est celui de Steve Jobs, mais j'ai eu un problème. Ouais, j'ai vu. Il a percuté un autre bateau, voilà, ça va me faire encore des histoires d'assurance. On verra. Mais parlant de tes pérégrinations à Chypre, il y a quelque chose de fort intéressant, c'est que tu as un problème avec le GPS. Oui, alors c'est assez incroyable, écoutez, et je voulais t'en parler parce que ça rentre tout à fait dans le cadre de notre échange hebdomadaire. C'est une histoire de tech, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, je suis à Chypre, et en fait je suis géographiquement pour situer, pour dire aux gens, c'est donc cette île qui est en Méditerranée, et qui est à environ 200 km des côtes du Liban et d'Israël. Or, quand je regarde mon Google Maps, mon Waze, etc., eh bien, mon téléphone me dit que je suis actuellement à Beyrouth. Il me localise à l'aéroport de Beyrouth, au Liban, c'est-à-dire à 200 km de là. Et je suis pas le seul. Il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens autour de moi sont dans la même situation. Même si c'est une situation qui est variable, ça va, ça vient. De temps en temps, ça revient à la normale. De temps en temps, je repars à Beyrouth. J'ai aussi mon ordinateur, tu vois, qui est localisé à Beyrouth, ma montre connectée. Enfin bon, c'est assez surréaliste. Et en fait, tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est parce que la raison est pas forcément très très joyeuse, hein, mais c'est dû à la guerre au Proche-Orient. Et en fait, je me suis renseigné et il se trouve que c'est Israël qui brouille les communications GPS, qui perturbe le GPS sur le territoire israélien, donc également sur le territoire libanais. Et pour te dire à quel point leur brouilleur doit être puissant, moi ici à Chypre, à 200 km, c'est par la mer, hein, donc c'est à vol d'oiseau, il y a pas d'obstacle. Eh bien, je suis également victime de cette perturbation. Et voilà comment ça se passe. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle du spoofing, de l'usurpation de GPS, qui me fait croire que je suis à un endroit alors que je suis à un autre. C'est assez étonnant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si quelqu'un décidait d'utiliser un système GPS pour guider un missile qu'il envoyait, finalement, ça va tomber sur Beyrouth. Alors, en fait, t'as répondu à la question qu'on aurait dû se poser, c'est pourquoi. Et effectivement, s'ils font ça, c'est pour éviter, c'est pour dérouter les missiles, les drones, etc. Alors, il n'est pas certain que ça atterrirait sur Beyrouth parce qu'en fait, il y a des systèmes d'anti-brouillage, mais il y a des détections, etc. Mais ça sème une belle pagaille et ça concerne pas que les missiles et les drones parce qu'en réalité, ça pose un vrai problème pour les avions, pour les bateaux. Et d'ailleurs, depuis 6 mois que ça dure, cette histoire-là, l'aéroport de Beyrouth a demandé à toutes les compagnies d'avertir leurs pilotes d'utiliser d'autres systèmes que le GPS pour l'approche sur l'ordinateur sur l'aéroport de Beyrouth.
Et donc, ils sont obligés de revenir à des vieux systèmes de cartes, de boussoles, ou bien d'utiliser des systèmes de balisage au sol qui sont plus anciens, mais qui fonctionnent très bien apparemment. Mais ça marche pas dans tous les cas, parce que par exemple, il y a quelques mois, il y a un avion turc qui a dû faire demi-tour. Il n'a pas pu se poser à Beyrouth. Et puis même, il y a des applications, il y a des conséquences qui sont plus dans la vie des gens, c'est-à-dire que ça perturbe beaucoup tout ce qui est les déplacements. Les chauffeurs de taxi, aussi bien en Israël qu'au Liban, sont embêtés. Et voilà, les services de livraison, les petits livreurs, etc., ils sont embêtés. Et même, tiens-toi bien, les applications de dating, de rencontres. C'est-à-dire, et ouais, il y a des témoignages très amusants de jeunes qui utilisent des applications de rencontres aussi bien en Israël qu'au Liban. On sait qu'officiellement, les deux pays sont en guerre. Ils ont une frontière commune, mais il est impossible de passer cette frontière qui est maintenue par le Hezbollah. Et donc, eh bien, si un Libanais essaye d'utiliser une appli, on lui propose d'aller rencontrer des jeunes filles en Israël et vice-versa. Bon, parfois, il les trouve très jolies, mais ça peut pas se faire. Donc voilà, c'est un peu les conséquences de ce truc-là, quoi. C'est fou. Et ça arrive, c'est déjà arrivé en Ukraine. Enfin, c'est classique finalement aujourd'hui, ce système du brouillage du GPS. Quand même, c'est pas banal. Jérôme, merci pour cette tranche de vie. Je t'amène sur une autre actualité parce que je voulais t'entendre là-dessus. C'est cette histoire où, écoute, il y a quelques mois, il y a Musk qui envoyait paître les annonceurs qui n'étaient pas intéressés par X. Et puis là, on a appris cette semaine que Elon Musk, toujours, a décidé de poursuivre un groupe d'annonceurs qui avait décidé tout simplement de ne pas encourager sa plateforme. Ouais, mais je sais que tu as suivi l'affaire toi aussi de très près de ton côté. Alors effectivement, moi ce que je retiens de ça, c'est que finalement il a réussi à marquer des points, hein, puisque au final, la fin de cette histoire, c'est qu'après le coup de gueule de Musk, si j'ai bien compris, eh bien les annonceurs ont décidé de dissoudre l'organisation qui était censée les représenter et contre laquelle Musk avait protesté. Donc il a d'une certaine manière marqué des points, non? Si c'est ça? Ouais, ben, je trouve ça intéressant, ce geste de la part des annonceurs, mais bon, entre toi et moi, on s'entend que ça va pas les empêcher de se parler entre eux et d'avoir une approche commune, sauf que là, maintenant, ça sera pas au vu et au su de tout le monde parce que il y a pas une organisation qui va chapeauter leur philosophie, leur approche d'annonceurs. Mais je trouve certaines, c'est quand même intéressant de revenir à la base, hein. Il y a moi ce qui envoie promener ses annonceurs, puis là, finalement, comme il voit que son coup d'intimidation fonctionne pas, puis que les annonceurs sont pas de retour, ben là, il a décidé de faire de la pression pour essayer d'en retrouver. Oui, parce que c'est vrai que tu as raison, il avait déjà haussé le ton, on va dire, il y a plusieurs mois, enfin au moment où il avait repris Twitter, en fait. Hein. Ben, il avait envoyé promener le grand patron de Disney, qui était dans une des salles où il tenait conférence. Mais enfin, on va voir ce qui va arriver. Puis, oui, parce que ça va être intéressant de voir ce que vont faire les annonceurs, parce qu'ils sont un peu pris entre deux feux. D'un côté, Musk devient de plus en plus sulfureux, X devient de plus en plus sulfureux, donc en fait, ils n'ont pas envie d'être associés à des dérapages. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment à ce jour des dérapages avérés? Il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu de protestation. On pourrait parler aussi de Thierry Breton, le commissaire européen qui a haussé la voix récemment contre lui. Et en même temps, les annonceurs, ça les intéresse d'être sur une plateforme comme ça. Et puis Musk, lui, il faut qu'il fasse vivre son X, mais qui visiblement aussi perd un peu de sa vitesse de croisière, j'ai l'impression. X est un peu en perte de vitesse là actuellement. Hein. C'est que autant on voyait avant l'envolée politique et l'engagement politique de Musk vers Donald Trump, on voyait qu'il utilisait vraiment X pour en faire un fameux WeChat. On voyait de plus en plus l'introduction de nouveaux services, mais là, puis tu te souviens, lorsqu'il a acheté le réseau social, il y a des gens qui disaient, il va en faire une super plateforme. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui disaient, non, il veut simplement se l'acheter pour avoir accès à un média, son média. Exactement. Et là, depuis, je dirais peut-être quelques semaines, on est vraiment en train de voir que, là, il a décidé d'utiliser X comme plateforme et faire avancer ses idées là-dessus, même appuyer un candidat à la présidence des États-Unis. Donc, on voit que il avait d'autres pensées que simplement faire une plateforme avec ça. Reste à savoir si il avait dès le départ ce plan-là et en fait pas tellement l'idée de faire une super app, ou bien est-ce qu'il n'a pas un peu changé
son fusil d'épaule ou bien simplement reporter son projet. Ouais, ben voyant que ça n'était pas aussi rentable qu'il pensait que ça l'était. Puis de l'autre côté, bon, en bout de ligne, hein, c'est un homme d'affaires et puis il utilise les outils qu'il possède pour faire avancer ses dossiers. Puis on le sait, en tout cas à l'heure actuelle, Trump a l'air pas mal plus sympathique aux idées d'Elon Musk que peut l'être la candidate démocrate. Mais bon. Ah bah oui, là maintenant il y a un axe Musk-Trump qui d'ailleurs fait beaucoup, enfin en Europe évidemment, ça contribue à diaboliser et l'un et l'autre encore plus que ça. Bon bah on a encore quelques mois d'une belle série Netflix à suivre. Bruno, il y a un autre sujet dans l'actu cette semaine que moi j'ai vu passer et je sais que tu l'as suivi d'un peu plus près, ce sont les annonces Google et notamment avec une nouvelle version de Gemini, l'intelligence artificielle qui devient un vrai assistant encore plus conversationnel, c'est ça? Ouais, mardi cette semaine, il y avait la grande présentation en Californie des gens de Google. Ça a été l'occasion de voir le nouveau Pixel 9, ça c'est intéressant à voir, de voir le nouveau Fold aussi qui arrive, qui va être disponible, toujours aussi dispendieux, mais bon. C'est le prix à payer si on veut ce genre de téléphone-là. Mais aussi, puis tu le dis, c'est l'arrivée de Gemini Live, qui est un peu la réponse de Google aux gens de OpenAI qui arrivent avec une version évoluée là avec le GPT-4o. Exactement. Et donc, ben là, on présente une application, un service qui va permettre d'avoir une discussion beaucoup plus fluide qui ressemble à celle d'un humain, sauf que dans la démonstration qui a été faite jusqu'à maintenant, puis il faudra voir si les choses vont s'améliorer, ce qui avait marqué lors de la présentation d'OpenAI, c'était la fluidité, mais aussi presque la parité avec une conversation avec un être humain. C'est-à-dire que je parle, tu réponds, je parle, tu réponds. Dans le cas de Gemini Live, il y a encore toujours ce lag, ce temps qui est utilisé pour processer la demande de la personne, sauf qu'effectivement, si on compare à l'assistant de Google ou même Siri et compagnie, il y a une fluidité par rapport à ce qu'on demande. Et on n'a plus à chercher les mots corrects avec de se casser la tête. On peut hésiter, on peut bafouiller. Oui, exactement. On peut même interrompre la machine lorsqu'elle est en train de nous répondre. Donc, on commence à se rapprocher à quelque chose d'intéressant. Le seul hic dans cette affaire-là, c'est que Gemini Live, lors de son lancement, il va être disponible uniquement aux utilisateurs payants. On comprend qu'ils doivent quand même faire des sous. Donc, les gens qui sont abonnés à AI Premium chez Google vont y avoir accès. C'est $20 par mois, mais donc, c'est pas demain la veille que tout le monde pourra l'utiliser. Donc, d'après toi, il est quand même un petit peu encore en retrait par rapport à GPT-4o, c'est ça? Au niveau de la fluidité de la communication, au niveau du rendu, je pense qu'il peut agréablement accoter l'offre. Alors, si ça vous fait rien d'attendre 2 secondes entre votre question et le début de la réponse de l'autre, il n'y a pas de souci à se faire. Si vous recherchez un outil qui est plus fluide et qui ressemble beaucoup plus à une conversation entre deux humains, là, je pense que la solution d'OpenAI a encore cette avance-là, mais encore là, regarde, elle n'est pas déployée pour le moment. Est-ce qu'on aura la même expérience que on a eu pendant la démo d'OpenAI? Faudra voir à l'usage. Ouais. Et en plus, Bruno, tu as vu que ça commence à poser des problèmes aussi, cette espèce de hyper réactivité, enfin le fait comme ça qu'on puisse avoir l'impression de parler avec un humain. Visiblement, même OpenAI se penche sur le problème en se rendant compte que ça peut créer des distorsions, enfin ça peut créer des problèmes psychologiques, ça pourrait créer des problèmes psychologiques chez certaines personnes. C'est-à-dire qu'entre ceux qui vont devenir amoureux apparemment il y a déjà des traces et des marques comme quoi certains ont créé des relations un peu trop font un peu trop confiance en fait à cette intelligence artificielle, ont un peu trop tendance à la considérer comme un être humain, et ce qui peut être amusant vu de l'extérieur, mais pour des personnes peut-être plus fragiles, etc., ou ça peut dans certains cas rendre service à des gens qui n'ont pas la possibilité, c'est terrible à dire, mais d'avoir des interactions avec des humains, voilà, ça leur fait un substitut. Mais l'inverse, c'est que si demain, on se met tous à avoir pour meilleurs amis des intelligences artificielles, on ne supportera plus les amis humains qui ont aussi chacun leurs petits défauts, parfois peuvent nous contredire, ne pas être d'accord, etc., etc., quoi.
Ouais, mais je te rassure, moi, je veux pas te perdre parce que, écoute, je trouve moi non plus. trop amusant de te voir balader, de t'entendre sur les différents sujets. Mais d'ailleurs, à ce sujet-là, par rapport à la dépendance qui se fait, il y aurait pu Replica, qui est une application qui existe depuis un bon moment. Oui, depuis un moment. Oui, et qui propose des avatars pour puis développer des relations d'amitié ou amoureuses avec l'avatar. Et il y avait la patronne qui donnait une entrevue cette semaine sur un site américain et qui racontait que ce qu'elle trouvait assez intéressant, c'était que la grande majorité des gens qui utilisaient ce service-là pour avoir une relation amoureuse, c'était des gens qui étaient âgés de 35 ans et plus. Ah oui. Alors qu'en Chine, on voit qu'il y a toute une jeune génération qui s'intéresse à ce genre d'outils-là parce qu'ils trouvent ça plus compliqué. En tout cas, ils trouvent ça moins compliqué d'avoir une relation avec un avatar que d'avoir une vraie personne. Et surtout. Bah oui, tu parles évidemment. L'avatar, il dit jamais non. Non, puis surtout, c'est une question d'horaire. C'est-à-dire que quand tu as le temps de parler à quelqu'un, ben tu ouvres ton téléphone puis tu lui parles. La personne est là, elle est toujours disponible alors qu'un humain, ben évidemment, chacun a son horaire de travail et sa disponibilité. Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Ouais, mais on avait déjà abordé cette question ensemble et avec François Sorel aussi, etc. Et c'est une vraie question, ça, les relations aux IA conversationnelles. Et c'est intéressant d'ailleurs que OpenAI notamment se penche là-dessus pour essayer peut-être de pas faire trop de conneries. Mais à mon avis, ils vont tirer le signal d'alarme, mais ils feront quand même les conneries. Hein. Le génie est déjà sorti de la bouteille. Hein. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. À part ça, mon cher Bruno, ne perdons pas nos bonnes habitudes. Si tu me disais, sans profiter pour me donner un petit avant-goût de ton édition de mon carnet cette semaine, tu parles de quoi? Ben écoute, je fais une entrevue avec Caroline Fitzpatrick. Elle est chercheure à l'université de Sherbrooke, ici au Québec, et ils ont fait une étude sur le lien entre la gestion de la colère chez les 3 ans et les 5 ans, donc les bouchous. Et semble-t-il que plus ils ont de la difficulté à gérer leur colère. Ben ouais. Quand même, hein? Tu m'étonnes. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est terrible. Ben hein. Oui. Et on le voit. Moi, je parlais de mon expérience de vacances là, mais on le voit aux terrasses des restaurants, des cafés, etc. Les parents qui parfois laissent des enfants, des petits enfants tout petits sur des écrans, tablettes, smartphones pendant des heures et des heures et des heures. Pour avoir la paix. Parfois, les enfants vont faire des trucs, des jeux. Parfois, c'est même pas des jeux, c'est juste du scroll tout bête sur je sais pas quoi, TikTok ou autre. Mais c'est terrible, ça. Mais bon, écoute, à une autre époque, c'était la télé qui était la gardienne. Là, c'est la tablette. Ouais, mais c'était pas pareil. La télé, tu pouvais pas l'emporter dans la voiture ou au resto, etc. Et je pense qu'il y a vraiment des parents qui auraient besoin d'être un peu recadrés, quoi, pour dire les choses violemment. Mais je t'entends donner une petite claque derrière la tête. Ouais, mais parfois ça fait mal au cœur. Et parce qu'en plus c'est un problème de société, c'est pas qu'un problème intime, c'est pas juste, tu vois, on peut même pas dire c'est mes enfants, je fais ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est des citoyens de demain. Si tu en fais des psychopathes, on va tous en payer le prix. Voilà, c'est mon coup de gueule de la semaine, mon cher Bruno. Ben voilà, c'est apprécié, puis surtout que ça vient de loin, hein, Chypre, c'est pas à la part. Pour toi, ouais. Jérôme, toi, t'es toujours en vacances avec Mon Numérique? Alors, Monde Numérique, on est toujours en vacances ce samedi. Eh bien, c'est notre conversation qui remplace l'hebdo. Mais en revanche, tout l'été, j'ai beaucoup travaillé avant les vacances et je propose à mes auditeurs pas mal d'épisodes, à la fois des rediffusions, aussi des épisodes un peu spéciaux, on creuse un peu certains sujets. Et à partir de lundi prochain, eh bien, on parle du casque Vision Pro, on parle de différentes innovations, on parle des femmes dans la tech, etc. Voilà, une interview, un épisode par jour à suivre sur Monde Numérique. Il faut vraiment savoir que tu es en vacances parce que moi, je t'écoute à tous les jours et c'est vraiment agréable. Moi, et on apprend toujours. C'est très gentil, Bruno. Je te renvoie le compliment, évidemment. Bon. Voilà. Est-ce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Bien sûr. Tu seras où sur la planète? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce qu'a prévu mon skipper. Je vais aller voir ça. Jérôme, au nom de tous mes auditeurs et probablement des tiens, je te souhaite une bonne suite de périple, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno. Je salue tous tes auditeurs ainsi que les miens et à bientôt. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcasts, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech.
De retour à mon carnet. Cette semaine, séisme dans l'écosystème médiatique québécois. On apprend que la programmation de la web radio de Québécois, Cube Radio, sera disponible sur la bande FM à la fin août à Montréal. Pourquoi, comment, quoi? Toutes les questions ont été soulevées en ligne après l'annonce. Je vous propose d'entendre les réponses de l'intéressé. On va aller rejoindre le patron du numérique chez Québécois, le VP numérique, pour mieux comprendre la nouvelle offre. Bonjour Mathieu Turbide. Bonjour Bruno. Mathieu, donc, je viens de le dire, le 26 août prochain, la programmation de Cube sera disponible sur la fréquence 99,5 à Montréal. Qu'est-ce que ça signifie pour les auditeurs? Ben, pour les auditeurs qui sont avec Cube depuis le lancement, il y a maintenant 6 ans, c'est une nouvelle façon, je pense, de pouvoir accéder à la programmation en direct de Cube, parce que comme tu le sais, toi, Cube, ce n'est pas qu'une programmation en direct, c'est aussi une offre balado, d'écoute audio en différé qui a fait sa place dans, je dirais, le marché du balado et de l'audio en général sur différentes plateformes, que ce soit notre application mobile, notre site web, mais aussi sur Spotify et toutes les autres plateformes de diffusion. Mais pour la programmation plus traditionnelle qu'on avait là, en direct, ça va être une nouvelle porte d'accès, une nouvelle vitrine, dans le fond, pour la programmation de Cube Radio. Qu'est-ce que c'est, si on tourne le micro de côté, qu'est-ce que ça veut dire pour Cube Radio? Ben pour Cube Radio, c'est aussi une autre façon de diversifier, parce que il faut comprendre que l'univers de l'audio au Québec, l'audio numérique, j'entends, c'est quand même ta spécialité, Bruno. L'audio numérique, on peut l'analyser sous toutes ses coutures d'un point de vue international ou global, comme disent les Américains. C'est un autre marché quand on parle des régions du monde, linguistiquement minoritaires, mettons comme le Québec. En Amérique du Nord, on a un bassin d'auditeurs qui est limité. Les différences culturelles avec la France ou l'Afrique francophone font en sorte que, bon, on a peu de possibilités d'exporter la plupart de nos contenus. Et ça ne veut pas dire que dans certains cas, ça ne réussit pas, mais généralement, quand on parle d'actualité, d'affaires publiques, des questions qui touchent le Québec, ben, on est limité au bassin de francophones, des auditeurs francophones. Donc, pour nous, pour Cube Radio, c'est une façon de diversifier les sources de revenus, parce que c'est ça qui est question ici, il faut bien comprendre, c'est que Cube Radio, dans le fond, vend les droits de diffusion de sa programmation à un diffuseur externe qui Est-ce qu'on peut parler de syndication, comme on parle beaucoup dans la radio anglophone? C'est le terme que j'utilise pour l'expliquer, mais je comprends que c'est pas, non seulement c'est pas linguistiquement compris en français au Québec, mais en plus, c'est pas une façon de distribuer. C'est pas commun. Commune au Québec, en effet. Ouais. Mais vous allez aux États-Unis, quiconque a déjà fait un road trip aux États-Unis, vous passez d'un État à l'autre, vous changez les positions sur la bande AM ou FM, vous allez retrouver les mêmes programmes qu'on dit nationaux, mais pourtant, les stations de radio que vous écoutez appartiennent à différents diffuseurs qui n'ont pas toujours les mêmes réseaux, parce qu'il y a cette notion-là de partager, de vendre, de syndiquer, syndicate dans le sens anglais, qui veut dire distribuer largement des contenus. Donc, ce n'est pas une habitude au Québec. Donc, les gens pensent que c'est peut-être pas possible, mais c'est tout à fait possible. Parce que pensez à la télévision, par exemple. Quand vous écoutez une émission de télévision à Radio-Canada, à Télé-Québec, à TVA, la grande majorité des émissions que vous écoutez ne sont pas produites par les diffuseurs, elles sont produites par des producteurs externes qui investissent un certain montant d'argent pour faire un produit, et après ça, les diffuseurs disent « Ah, ben moi, je le veux ça, je vais vous donner X montant d'argent, j'acquiers les droits de diffusion de ce... En français, on parle de licence à la télé. Licence de diffusion, exactement. Donc, c'est exactement ça dont il est question maintenant ici. On vend, dans le fond, la licence de diffusion, les droits de diffusion à Leclerc, Leclerc va placer ça dans sa grille là, de 6 h le matin à 18 h le soir, et le reste du temps, qui est la majorité, si on prend la semaine au complet, là, le reste du temps, ça va être une programmation qui est propre à Leclerc Communication, qui n'aura rien à voir avec ce que vous allez retrouver à ces heures-là ou la fin de semaine sur Cube numérique ou encore sur Cube, qui est aussi d'ailleurs disponible comme chaîne spécialisée télé. Et d'ailleurs, c'est le même modèle. La chaîne spécialisée télé de Cube, c'est sûr que c'est au sein de Québécois parce qu'on a des filiales qui travaillent ensemble, mais Numérique Inc., qui est l'entité de Québécois qui est propriétaire de Cube Radio, vend les droits de diffusion à Groupe TVA, qui en fait
avec le flux vidéo et audio, en fait une chaîne spécialisée qu'elle distribue ensuite chez les câbleaux distributeurs. Donc, pour nous, c'est une façon de diversifier nos sources de revenus pour s'assurer de la pérennité de la production audio. On a de la difficulté, vous le savez, dans le marché québécois, à faire notre place, ou en tout cas à maintenir, je dirais, notre place, notre empreinte face aux géants du web qui arrivent de partout avec des produits souvent anglophones, souvent américains, produits par des grandes boîtes de production. Et il faut résister à ça d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, on tient à garder notre place dans l'audio. Puis cette façon de faire-là va nous permettre d'aller chercher des revenus supplémentaires. Et ça veut donc dire que ça vous permettrait, comme producteur de contenu audio, dans le contexte d'une offre numérique, ça vous permettrait aussi d'aller ailleurs qu'à Montréal comme ça et offrir à d'autres. De toute façon, si on prend l'exemple de Leclerc Communication, ils ont des stations un peu partout au Québec et d'autres clients. Deux autres au Québec, en effet. Ouais. C'est ça, oui. Mais donc, autant chez autant chez Leclerc Communication que d'autres réseaux pourraient prendre des licences pour diffuser du contenu qui est produit par vous. Oui, tout à fait. En fait, on est ouvert. Dans ce cas-ci, très, très candidement, c'est Leclerc qui nous a approchés. Donc, j'ai reçu un appel un beau matin cette année d'un des frères Leclerc qui voulait discuter de la possibilité de faire l'acquisition de notre programmation pour la diffuser chez lui. Et ça a été quoi votre réaction à ce coup-là? On avait souvent, réfléchi à différents scénarios depuis qu'on a lancé Cube Radio en 2018. Puis c'est venu, mais tu sais, les Leclerc avaient lancé, rappelez-vous, ils avaient acheté de Grégory Charles, la station radio classique qui, elle, avait été achetée, je pense, de Jean-Pierre Coallier. Exactement. Et donc, ils venaient de lancer le projet Weekend à peu près au même moment, ou juste un petit peu après que nous avons lancé Cube Radio. Donc, pour nous, c'était pas on réfléchissait pas à pousser ça parce qu'on se dit, ils viennent de lancer un projet. N'importe qui lance un projet, normalement, va lui donner quelques années d'essai, comme la chance au coureur. Ce qu'ils ont fait pendant 4 ans. Puis d'ailleurs, ce qui arrive là enlève rien à la qualité de la production qu'un Weekend faisait. Je pense qu'il y avait une proposition très audacieuse aussi, mais qui était dans un marché beaucoup plus contingenté, celui de la radio musicale à Montréal. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de joueurs dans la radio musicale, alors qu'il y avait un désert, surtout depuis quelques années, en radio privée qu'on appelle Talk Radio. Il n'y avait que Cogeco. Peut-être l'exception étant Radio Nord avec sa chaîne radio sportive, mais on s'entend que c'est un produit très, très niché autour du sport au 91.9. Donc, il y avait place à explorer quelque chose d'autre. On l'avait déjà réfléchi avec d'autres partenaires, mais ça n'avait jamais vraiment fonctionné, ou en tout cas, on n'était pas allé plus loin que ça. Et là, cette entente-là arrivait au moment où, chez notre concurrent Cogeco, il y avait des grands bouleversements au niveau de la programmation. Évidemment, tout le monde, on ne peut pas passer sous silence le départ de Paul Arcand, qui était quand même une figure incontournable. Mais lui, il s'en va à la retraite, ben, ça propose des options. Et comme dans n'importe quel champ d'opération commerciale, on regarde les opportunités. Puis on se dit, peut-être que là, il y a une place à aller chercher vu le vide qui est laissé par le départ de Paul Arcand. Et donc, c'est un peu un concours de circonstances. On a trouvé l'idée très intéressante. Ensuite, aller ailleurs au Québec, peut-être. Il y a le marché de Québec. Il y a le marché de Québec, qui est quand même assez particulier. On va commencer par Montréal parce qu'on est d'abord, nos studios sont à Montréal, nous, Cube Radio, et à Québec, on sait que le marché est très local. Donc, on ne peut pas arriver à Québec et proposer un contenu montréalais et penser que les gens de Québec vont apprécier, même si on a toujours dit que le contenu de Cube Radio était provincial. On n'a jamais parlé vraiment de l'état des rues ou de sujets très locaux. Des fois, il y a des sujets locaux qui deviennent nationaux, mais on commence par Montréal, puis on verra après si, évidemment, peut-être ça pourrait être certaines émissions aussi. Il y a des émissions, on nous a déjà approché d'ailleurs pour certaines émissions, dans d'autres groupes de radio en région. Ça ne s'est pas concrétisé, mais peut-être que là, ça va donner l'idée à d'autres et on sera prêt à écouter. En tout cas, justement, ils vont savoir que maintenant, vous êtes ouvert à la discussion. Si on reste dans le domaine de la radio numérique, il y a celle qui est au-dessus de nos têtes avec XM Sirius. Ça, évidemment, ça a une histoire. À l'époque, au Canada, ça avait été lancé par Radio-Canada. Maintenant, ils ont pris un peu leur distance de ça. C'est devenu un joueur indépendant. Est-ce qu'on peut penser
que ça fait partie des scénarios qui sont possibles de retrouver une fréquence? Parce que de la radio parlée, mis à part la première chaîne, il n'y a rien d'autre en français sur plus de 300 quelques chaînes, là. Exactement. Et quand je vous disais qu'on a déjà exploré certains scénarios, ça, c'est un scénario qu'on a exploré. Par contre, puis là, ça sera peut-être à remettre au goût du jour, mais il me semble que du côté de Sirius, l'appétit pour la radio parlée n'était peut-être pas le même que pour la radio musicale. Donc, ils ont fait un modèle d'affaires beaucoup basé sur l'écoute de radio musicale. On verra. Il ne faut pas oublier que Cube Radio, on ne renie pas nos origines. C'est-à-dire qu'on a créé ce produit-là comme un produit numérique d'abord. Et pour nous, ça, c'est un franc succès. Lorsqu'on regarde l'écoute en différé, donc c'était ça un peu le pari, on produit des contenus, oui, on les installe dans une grille, mais les gens vont pouvoir les écouter comme ils veulent, quand ils veulent, sur des applications qu'ils veulent. Et là-dessus, ben, je pense que si on regarde à chaque mois, il y a un rapport qui est publié par l'entreprise Triton, qui fait l'hébergement de contenu audio. Et c'est sûr que tout le monde n'est pas là, mais dans les grands joueurs, Radio-Canada, Cogeco, Québécois sont là et on a toujours, grosso modo, à peu près un peu plus de la moitié là, des 30 émissions les plus écoutées. La dernière fois que j'ai regardé, vous aviez 18 des 30 émissions les plus écoutées quand même. C'est ça. Puis Radio-Canada, les premières places de Radio-Canada, c'est les bulletins de nouvelles. Ouais. Donc, les bulletins de nouvelles reviennent très, très souvent. Donc, on s'entend qu'ils ont une belle vitrine pour arriver au sommet. Je pense qu'il y a Pierre-Yves McSween qui était chez Cogeco jusqu'à tout récemment aussi, qui fait belle figure là-dedans. Mais après ça, on a toute une série d'émissions de Cube Radio qui performent bien. Même des podcasts qui sont des purs podcasts, que j'appelle des purs podcasts, parce que toi, tu en es un fervent avocat du podcast dans sa première expression, qui est vraiment un produit audio destiné à ce type d'écoute-là. Mais on a quand même plusieurs, là, en 5 minutes, qui est produit avec les équipes du Journal de Montréal. On a beaucoup de projets liés au bureau d'enquête. Ça performe quand même très bien. On en produit moins qu'avant. Ça, c'est vrai. Parce que c'est difficile de rentabiliser la production de balados, je dirais, lourdes, là, avec des scénarios ou encore avec un encadrement un peu plus... ce qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, entre autres, là. Radio-Canada en fait certaines émissions. Est-ce que c'est rentable pour eux? La question se pose avec un grand point d'interrogation. C'est à suivre. Mais ça fait toujours partie de votre stratégie, la balado. Oui, toujours. Ben, okay. C'est ça. La balado pure, on en fait moins, mais on en fait encore. Peut-être qu'on en fera plus à un certain moment si justement on réussit à bien jouer nos cartes puis à bien diversifier nos sources de revenus. Et à licencer, à syndiquer. Et à licencer, après ça à d'autres peut-être. Parce qu'effectivement, je pense qu'une des pistes de solution pour rentabiliser le balado québécois, ça va être de lui trouver une place, non seulement dans l'écoute, appelons-la numérique, Spotify, Apple, Google et compagnie, mais aussi dans les canaux traditionnels qui vont demeurer comme la radio hertzienne. Donc, on le voit, il y a d'autres joueurs qui commencent à faire des ententes avec des stations de radio hertzienne pour diffuser des balados qui, au départ, étaient prévus peut-être plus pour une écoute Mais si on joue bien nos cartes sur certains sujets qui préoccupent les gens, on parlait tantôt du crime, le true crime, c'est un peu après ça, il y a l'humour, il y a le true crime, les finances personnelles qui, depuis quelques années, augmentent énormément dans l'intérêt des gens. Donc, il y a des sujets comme ceux-là qui permettront peut-être Mais est-ce qu'on va produire autant de balados qu'on en a produit dans les 2-3 dernières années au Québec, là, avec l'espèce de flambée, là, tout le monde faisait son balado, tout le monde avait un balado. Je pense que l'économie finit toujours par refroidir les ardeurs des gens. Rappelez-vous, hein, les blogs au départ, quand tout le monde avait son blog, tout le monde pensait faire de l'argent avec son blog. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était peut-être un mirage, je ne veux pas dire un mirage total, mais un mirage, en tout cas, sur la possibilité d'en vivre pour certains, parce que c'est ça la difficulté, c'est que tout le monde n'est pas Mike Ward dans le milieu du balado et ne peut pas s'embaucher 12 personnes autour de lui pour en faire une entreprise là, viable, mettons. Mathieu, il y a 7 mois, il y a eu la transition vidéo de Cube Radio et ça a changé l'offre. Ça a permis à des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller sur Internet écouter de l'audio, de vous retrouver sur leur téléviseur. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là, là? Ça fait quand même justement 7 mois. Bien, j'ai quelque chose d'intéressant à dire. D'abord, nous, ben, le marché des chaînes spécialisées est un marché très fragilisé en ce moment. Je pense que tout le monde le sait, on le voit.
On parlait tantôt des géants américains. Bon, mais les géants américains en vidéo, là, en offre vidéo, ils chamboulent tout. Il y avait une opportunité dans notre groupe avec une chaîne qui était Youpa, donc, qui avait plus de difficultés là, à maintenir ses abonnements puis à maintenir aussi l'offre de contenu. Ben, on a eu l'occasion de remplacer, dans le fond, Youpa par Cube Radio. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qu'on retrouvait beaucoup en Europe où les stations de radio se filment tout le long de leur programmation. Les gens aiment ça, regarder ça. Ça donne une espèce de proximité avec les animateurs qu'on voit. On voit c'est pas de la télé, donc les gens ne sont pas maquillés, il n'y a pas toute l'appareil autour. La lourdeur. La lourdeur, appelons ça comme ça. Puis vous voyez que depuis qu'on l'a fait, Radio-Canada a commencé à annoncer que certaines émissions allaient être captées de la même manière, diffusées en direct à certains endroits. Donc, on voyait que c'était une tendance. On s'est inscrit dans cette tendance-là. Ce qui est intéressant, et ça, je m'en suis rendu compte, moi, puis c'est un petit peu une anecdote personnelle, mais j'ai fait mes vacances sur la Côte-Nord, donc jusqu'au bout de la route 138. Et je suis arrêté chez certaines personnes qui vivaient dans des coins plus reculés, hein, quand on passe Bécomo. Et je suis arrêté chez un ancien collègue qui demeure à Rivière-au-Tonnerre. À Rivière-au-Tonnerre, l'Internet, là, c'est pas toujours la chose la plus rapide ou en tout cas la plus accessible. Par contre, ils sont équipés par le câble et ils nous disaient, c'est là qu'ils nous écoutent de façon régulière. C'est devenu. Donc, je pense que la télé nous permet d'accéder à l'ensemble des gens qui sont câblés. Évidemment, on n'est pas avec tous les câbleaux distributeurs, là, parce que c'est ça aussi. Mais on est chez Vidéotron notamment, on est chez TELUS et chez d'autres fournisseurs plus régionaux, plus petits en région. Et donc, on a réussi à aller chercher ou à atteindre ou à rendre disponible notre programmation pour ces téléspectateurs-là. Et du coup, à monétiser ou en tout cas à rentabiliser aussi, à aller chercher d'autres revenus là, des revenus qui viennent de la câble-distribution. Donc, ça nous permet d'assurer, je pense, la pérennité du projet qu'on a mis sur pied il y a quelques années. Mathieu Turbide, en terminant, le 26 août au matin, vous allez écouter où? Cube Radio? Je vais l'écouter en direct des studios de Cube Radio. Ça va être un grand jour pour nous. Et en plus, nos studios déménagent. Pour ceux qui connaissent un peu, disons, les lieux de la ville de Montréal, il y a un endroit emblématique qui a accueilli les bureaux et la salle de nouvelles du Journal de Montréal pendant des années au 4545 Frontenac, qui était depuis peu des bureaux utilisés par d'autres entreprises, dont Vidéotron. Mm-hmm. Et Québécois a décidé d'investir après tous les chamboulements qui ont frappé le groupe TVA, d'ailleurs, qui va quitter son édifice, lui, qui est sur Maisonneuve. Donc, on va entrer cet automne tous les médias du groupe Québécois sous un même toit. Et le premier média qui va s'installer là, de façon plus concrète, ça va être Cube Radio. Donc, dans des nouveaux studios à la fine pointe de la technologie qu'on est en train d'installer au 4545 Frontenac. Donc, c'est de là que je vais écouter. Et ça sera la première journée, d'ailleurs, de diffusion. Non seulement on va être diffusé sur l'FM, mais on va être dans des tout nouveaux studios qu'on va inaugurer cette journée-là. Donc, ça sera doublement une journée historique pour nous. Ouais. On peut parler d'un gros déménagement pour Cube Radio. Oui, un gros déménagement, davantage de portée. Je vous disais, les employés ici sont très contents parce que c'est de la... Tu sais, quand on fait un métier comme celui-là, de la communication, notre objectif au final, c'est d'être entendu, vu, lu par le plus grand nombre de personnes. Puis c'est ce qui va arriver. Puis je pense aussi que ça va dynamiser, je dirais, la radio FM parlée, qui était pas ankylosée, là, mais qui était dominée par un seul joueur depuis quelques années. Donc, ça va mettre un petit peu de concurrence. Puis nous, chez Québécois, on aime ça, la concurrence. Mathieu Turbide, vice-président numérique chez Québécois, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à ma question. Au revoir. À la prochaine. Au
aussi, cette semaine, la nouvelle étude de mon invité qui a fait rapidement le tour de la planète, tellement les conclusions sont surprenantes et alarmantes. Je parle ici de cette étude qui concerne l'utilisation de la tablette par les jeunes enfants de 3, 4, 5 ans. Pour nous parler de ces observations et mises en garde, on va retrouver la professeure et chercheuse de l'Université de Sherbrooke. On l'avait déjà d'ailleurs reçue avec plaisir dans mon carnet précédemment. Bonjour Caroline Fitzpatrick. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à vous lancer dans cette étude-là? Donc, mon équipe et moi avions depuis quelques années comme projet de mieux comprendre comment l'utilisation des écrans, particulièrement les plus nouveaux écrans comme les tablettes et les appareils portables, pourrait contribuer au développement des enfants. Donc, on a reçu en 2019, là, ça remonte à quelques années, un financement pour poursuivre des enfants canadiens et regarder là, l'évolution de leurs habitudes médiatiques et leur développement. Bien sûr, la pandémie est arrivée, mais on a quand même été capable de poursuivre nos recherches et de recueillir des données auprès de familles canadiennes en Nouvelle-Écosse sur les habitudes avec les appareils numériques et aussi sur le développement des enfants. Donc, tant sur le développement social et émotif que sur leur développement cognitif et physique. Bien justement, vous avez mentionné la pandémie, puis en regardant les résultats de votre enquête, je me demandais, est-ce que ça a teinté un peu votre recherche, le fait que les enfants soient un peu ramenés chez eux, pris par otage par ces écrans-là, comparativement à avant la pandémie puis après la pandémie, où ils étaient moins attachés à ces appareils-là? Oui, donc on sait que la pandémie a été une situation particulière pour beaucoup de familles. De façon mondiale, le temps d'écran a augmenté durant cette période-là. Donc, dans nos études initiales, lorsqu'on a essayé de peindre un peu le portrait de l'utilisation des écrans, nous avons considéré beaucoup de facteurs ou le plus possible de facteurs liés à la pandémie, comme le stress du parent ou le changement dans la situation de travail du parent. C'est évidemment des situations qui sont stressantes, mais dans notre échantillon, on n'a pas vu que ça allait influencer les associations avec l'utilisation des écrans et le développement de l'enfant. Ces liens étaient robustes, même en considérant ces facteurs-là de risque ou ces facteurs-là situationnels. Ce qui arrive dans l'étude dont on parle aujourd'hui, c'est qu'on mesure, en fait, on compare chaque enfant à soi-même à travers le temps. Donc, chaque enfant demeure dans une certaine façon dans le même environnement familial avec le même niveau de stress et on fait juste regarder si on augmente un petit peu l'utilisation de la tablette, qu'est-ce qui arrive à cet enfant. Et je ne veux pas vendre le punch, mais il faut quand même le dire. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme fait? Je le disais un peu là, en entrant en matière pour attirer l'oreille, mais vos conclusions à vous, qu'est-ce qui vous surprend de ce que vous avez trouvé? En fait, on a examiné les habitudes d'utilisation de la tablette et la fréquence à laquelle les enfants démontraient de la colère et de la frustration aux âges de 3 ans, 4 ans et 5 ans. Ce qu'on a trouvé, c'était que l'utilisation, plus de temps consacré à l'utilisation de la tablette à 3 ans était associé avec une augmentation dans la fréquence d'exprimer de la colère et de la frustration 1 an plus tard. Ensuite, rendu à l'âge de 4 ans, on a observé que les enfants qui démontraient plus souvent de la colère, eux avaient tendance à augmenter la quantité de temps qu'ils passaient avec les écrans 1 an plus tard, vers l'âge de 5 ans. Donc, ça semble peindre un portrait d'un cercle vicieux qui pourrait émerger là, au cours de la petite enfance. Mais qu'est-ce qui crée cette graine de colère chez l'enfant à partir de la tablette? Donc, on sait en développement de l'enfant que la petite enfance est une période très sensible pour le développement de capacités de gestion des émotions. Généralement, les enfants démontrent progressivement de moins en moins de colère à fur et à mesure qu'ils vieillissent durant la petite enfance. Mais c'est pas un processus automatique. C'est un processus qui a lieu sous pression d'apprentissage, si on veut. Donc, les enfants doivent apprendre comment gérer leurs émotions et généralement, ils le font avec des échanges échafaudés par des adultes. Donc, les adultes vont aider l'enfant à identifier ses émotions, à trouver des stratégies pour gérer les émotions. Donc, comme première hypothèse ou comme premier mécanisme, on pourrait se dire que la tablette, d'une part, offre très peu d'occasions de mettre en pratique ces gestions de régulation des émotions. De plus que les enfants utilisent, ou on suspecte utilisent beaucoup les tablettes seules, sans accompagnement parental. Puis ça, on le sait parce qu'une des raisons pour laquelle les parents utilisent les tablettes, c'est justement pour occuper l'enfant lorsqu'ils font d'autres choses. Donc, à une autre époque, c'était la télévision. Là, c'est la tablette. Exact.
Exact. Donc, c'est une activité qui apporte peu de bienfaits pour la régulation des émotions. Et on sait aussi, en parallèle à ça, que les parents utilisent aussi les tablettes et les appareils mobiles pour calmer les enfants parfois lorsqu'ils deviennent fâchés ou lorsqu'ils commencent à démontrer des émotions fortes. Donc, utiliser cette stratégie-là à répétition, donc souvent utiliser un écran pour calmer un enfant, ne permet pas à l'enfant de développer des stratégies internes pour réguler ses émotions. Mais là, est-ce qu'on doit faire la corrélation automatique de si l'enfant passait moins de temps avec la tablette et plus de temps avec ses parents, il serait moins colérique et gérerait mieux ses émotions? Donc, c'est une conclusion à laquelle on peut arriver parce que on peut interpréter dans les deux directions. Plus de temps à la tablette égale moins bonne gestion des émotions, mais ça voudrait aussi dire que réduire le temps avec la tablette peut protéger l'enfant et lui permettre de développer de meilleures compétences de régulation des émotions. Donc ici, dans le devis qu'on a mené, on demeure dans des devis corrélationnels. On n'a pas manipulé intentionnellement la quantité de temps que les enfants passaient avec les tablettes. Ce serait pas éthique et ça serait peu faisable. Mais on a quand même été en mesure de comparer chaque enfant à lui-même à travers le temps. Donc, chaque enfant n'est pas comparé à un similaire dans l'échantillon, mais vraiment à son propre niveau de base. Donc, les enfants, on sait, certains sont plus colériques que d'autres. Peu importe leur point de départ, on a observé cette augmentation-là qui était en lien avec la tablette. Et donc, si je comprends bien, quand j'ai lu votre étude, il y a vraiment un lien. Plus l'enfant est en contact et utilise la tablette tôt dans sa vie, plus son niveau de gestion, entre guillemets, du stress ou de sa colère est impacté. Là. Exact. On a observé que les effets étaient particulièrement là chez les très jeunes enfants. Donc, les jeunes enfants, on le sait, sont encore plus vulnérables à leur environnement. Et c'est ce qu'on observe. Donc, beaucoup de temps de tablette à l'âge de 3 ans est associé avec une moins bonne capacité de gérer ses émotions. Après ça aussi, les enfants influencent leur environnement et c'est ce qu'on observe à fur et à mesure que l'enfant vieillit. L'enfant de 4 ans qui était ensuite qui avait plus tendance à démontrer de la colère et de la frustration, en finissait par augmenter son temps d'utilisation de la tablette. Donc, les enfants influencent aussi leur environnement, donc c'est possible aussi comme hypothèse que peut-être que ces enfants-là sont devenus particulièrement dépendants des tablettes pour gérer leurs émotions. Et c'est aussi possible que les parents avec des enfants un peu plus grands, un peu plus âgés, sont moins patients pour tolérer les crises de larmes, donc ont plus souvent recours à la tablette. Bon, là, maintenant qu'on a rendu les parents et grands-parents coupables là, de laisser les jeunes avec ces outils-là, d'après votre expérience, selon vous, à partir de quel âge il serait sécuritaire ou bienveillant, entre guillemets, là, de donner un accès à l'enfant à une tablette? Donc, les recommandations générales d'organismes préoccupés par la santé, le bien-être des enfants est d'éviter les écrans avant l'âge de 2 ans. Donc, tout type d'écran avec une exception, par exemple, pour des Zooms ou des Skype qu'on peut faire avec des personnes pour favoriser le contact avec la famille. Ça, c'est... Parce que là, il y a une interaction humaine. Là. Il y a une interaction humaine, exactement, et c'est généralement pas très long comme échange non plus. Généralement, c'est peut-être 5 à 10 minutes. C'est des échanges assez courts. Ensuite, on recommande, entre les âges de 2 et 5 ans, qui est essentiellement la portée de l'étude, on recommande de limiter à 1 heure le temps d'écran des enfants. Donc, je pense que les parents peuvent, pour les parents qui veulent introduire la technologie, dans la routine de leurs jeunes enfants, à partir de 2 ans, ça peut être acceptable, une utilisation qui est accompagnée et surveillée aussi de proche. Donc, nous autres, les enfants de 3 ans étaient plus sensibles. Donc, on encouragerait les parents qui veulent utiliser la tablette avec les enfants de surveiller de près l'utilisation de la tablette, de surveiller comment l'enfant réagit à l'utilisation de la tablette. Est-ce qu'il commence à vouloir l'utiliser de plus en plus longtemps? Est-ce qu'il y a des réactions fortes lorsqu'on éteint la tablette ou lorsque son activité se termine? Donc, c'est peut-être d'être sensible à ces signes-là. Dans le contexte où l'intelligence artificielle avance énormément, on a vu l'apparition des avatars, on est à 2 doigts d'avoir un avatar qui pourrait accueillir, qui pourrait encadrer sur la tablette l'expérience du jeune. Comment vous percevez cette autre forme d'expérience de tablette avec une intelligence artificielle qui serait là pour aider le jeune à gérer son expérience? C'est difficile de mettre toute l'intelligence artificielle dans un bateau, n'est-ce pas? Je pense que
d'une certaine façon, on est déjà là avec du machine learning. Les jeunes enfants sont exposés à YouTube et ils se font suggérer des vidéos puis du contenu. Est-ce que c'est dans leur intérêt? Moi, j'aurais tendance à dire que non. C'est dans l'intérêt des plateformes de garder l'enfant ou l'utilisateur le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, pour moi, l'utilisation des intelligences artificielles avec les jeunes enfants qui sont en train de développer leur autonomie, qui sont en train de développer leurs préférences, ça serait pas à recommander. On doit protéger les enfants, surtout d'une intelligence artificielle qui aurait des objectifs qui ne sont pas compatibles avec le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Qu'est-ce que vous espérez qui va arriver? Maintenant que vous avez publié les résultats de votre enquête, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il arrive avec ces données-là? C'est sûr qu'on espère qu'ils vont faire réfléchir le public général, les parents, les professionnels qui travaillent avec les jeunes enfants. Donc, encore une fois, c'est pas des données qui disent qu'il faut absolument jeter la tablette à la poubelle, mais peut-être juste en faire un usage plus conscient. Et on espère aussi que ces informations-là vont peut-être aider les décideurs lorsqu'ils vont développer des politiques sociales ou lorsqu'ils vont émettre des plans d'action, des lignes directrices pour le grand public, mais aussi encore pour les professionnels qui travaillent avec les jeunes enfants. Caroline Fitzpatrick, vous êtes professeure et chercheur à l'Université de Sherbrooke et à partir de la page descriptive de l'émission, j'invite les gens qui sont intéressés à aller cliquer. Vous allez trouver un lien qui vous amène juste au résumé du rapport, puis après, il y a le rapport qui est accessible. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Un immense plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. On va parler maintenant de FemTech. Oui, pas de FinTech, mais bien de FemTech. Il y a une entreprise québécoise, EraCare Solutions, qui est à développer un produit et une application pour venir en aide pour offrir un accompagnement personnalisé aux femmes, peu importe où elles se situent dans leur cycle de vie, dans leur cycle menstruel. Vous me direz, oui, mais ça existe déjà, et je vous dirai, oui, mais enfin, pour vous présenter leurs travaux et ce que prépare EraCare Solutions, on va aller rejoindre la PDG et cofondatrice de EraCare Solutions pour nous présenter le projet. Bonjour, Dr. Lamia Guelif. Bonjour. J'ai essayé de décrire dans l'introduction ce qu'était votre application, ce sur quoi vous êtes en train de travailler, mais je pense que vous êtes probablement la meilleure personne pour nous expliquer qu'est-ce que ça va être cette application-là. Moi, j'aime bien commencer par la problématique. J'aime bien dire que 80% des femmes vivent avec des douleurs menstruelles, mais également un syndrome prémenstruel et rencontrent des fluctuations hormonales durant toute leur vie qui altèrent leur santé mentale. Chez EraCare Solutions, nous avons voulu développer un device, mais également une application pour soulager ces douleurs menstruelles et également améliorer la santé mentale due aux fluctuations hormonales. Donc, notre dispositif est un dispositif qui se place au niveau de l'oreille, qui utilise des process de neurosciences et le système parasympathique pour venir soulager les douleurs et améliorer l'anxiété qui est accompagnée avec les fluctuations hormonales. Notre application, elle viendra seconder ce dispositif pour offrir un accompagnement personnalisé, peu importe la femme où se situe dans son cycle de vie, mais en son cycle de vie, lui offrir un peu comme la meilleure amie, le coach qui lui donnera la routine la plus adaptée pour optimiser et surtout apprendre à vivre avec ces fluctuations hormonales. Le produit, vous disiez le device, le produit qui se porte donc près de l'oreille, est-ce qu'il existe déjà? Oui, nous avons un prototype et nous commençons nos focus group. Donc, en vérité, nous avons optimiser une solution qui était existante. À la base, c'est une thérapie qu'on peut avoir en allant chez un acupuncteur. Donc, nous, on ramène juste l'acupuncteur à votre portée au niveau de l'oreille. Le dispositif mécanique, le prototype est existant. Nous lançons une campagne socio-participative pour notre dispositif mécanique d'ici le mois d'octobre. Et en parallèle, nous continuons notre recherche et développement pour notre dispositif électronique qui viendrait en deuxième position.
Donc, on voulait vraiment offrir à notre communauté, à la clientèle, surtout aux femmes, l'opportunité d'avoir deux options parce qu'aujourd'hui, les dispositifs électroniques sont quand même excessivement chers. La précarité menstruelle est une réalité de nos jours. Donc, pouvoir offrir deux produits, un qui va être purement mécanique, il y a aussi une partie de la population qui évite d'être hyper connectée. Et puis, en parallèle, nous développons notre dispositif électronique qui, lui, utilise l'intelligence artificielle et est plus classé en tant que device médical. Comment il fonctionne? Et je comprends qu'il est installé sur le corps, mais est-ce qu'il est en lien avec une application? Pas le mécanique. Le mécanique sera pas lien avec une application. C'est-à-dire que pendant qu'on lancement du mécanique, on a une application qui, elle, est gratuite et le dispositif mécanique qui va juste agir sur la douleur et améliorer l'anxiété liée aux fluctuations hormonales. L'application est un outil identique, je dirais pas, mais un peu équivalent à ce qui est existant dans la gestion du cycle menstruel, mais avec de l'accompagnement moins personnalisé pour celui-ci. Par la suite, l'électronique, lui, est connecté à une application qui utilisera l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un type d'utilisatrice qui répondra mieux à ce type d'appareil? Je dirais qu'en allant faire un peu nos validations de marché, on a fait beaucoup d'interviews et on a rencontré plusieurs femmes. Je dirais qu'il y a différents personas, il y a différentes femmes. Il y a des femmes qui vont juste envie d'avoir quelque chose de mécanique, qui sont vraiment dans qui ont un mode de vie éco-responsable, qui évitent d'être hyper connectés, qui sont vraiment de bonnes clientes, je dirais, de la médecine chinoise ou les médecines traditionnelles. Donc, on a vraiment ces personnes-là. Et puis, parallèlement, on va avoir des personnes qui juste souffrent de syndrome prémenstruel, souffrent de douleur et veulent avoir une solution. Moi, j'ai des personnes qui sont devenues aussi des familles, des femmes qui sont devenues des amies avec nos échanges. Et puis, elles me disent, Lamia, combien il faut que je paye puis-je avoir cette solution-là? Tellement est un mal existant dont on parle pas beaucoup parce que la santé mentale chez les femmes, c'est quelque chose qui reste un peu tabou. On célèbre un peu les grossesses, les naissances, mais on n'apporte jamais les solutions par la suite. On parle beaucoup des grossesses, des naissances, mais il n'y a pas très longtemps, on parlait pas du postpartum. Les femmes étaient tellement bien préparées pour attendre un enfant, mais une fois qu'elles avaient l'enfant, elles disent, mon Dieu, elles avaient toute l'impression qu'elles vivaient seules ce mal-être, mais en vérité, il y a tellement d'autres femmes, des millions de femmes qui le vivent. C'est juste hormonal. Une chute d'hormones fait que on est comme dopé en bonne énergie pendant 9 mois et d'un coup tout chute. Donc c'est tout à fait normal que toutes ces émotions viennent avec, mais on ne nous prépare pas pour ça. Ça a toujours été tabou de parler de la santé mentale accompagnant les fluctuations hormonales, des douleurs accompagnant le cycle menstruel, parce que c'est un peu comme beaucoup tabou, mais surtout, c'est plus les femmes qui se mettaient un peu ces freins-là en se disant, peut-être je paraîtrais moins performante, peut-être dans un environnement où tout est tellement drivé par et mené par la performance. Si je dis que une fois par semaine, j'ai juste pas envie de me lever le matin, peut-être qu'on n'aura pas envie de me garder dans une équipe. Peut-être que socialement, j'aurais plus ma place et il est temps, je pense que de plus en plus de femmes en femtech va faire changer les paradigmes. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette obligation de changer les paradigmes. Je reviens sur votre version électronique de l'appareil. Vous avez mentionné qu'il y a de l'IA. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient rajouter à ce produit-là? Je dirais qu'aujourd'hui, la problématique dans la santé de la femme, c'est le manque de data. Aujourd'hui, il y a un gap qui est flagrant, peu importe les différentes pathologies, on manque de data par rapport aux femmes. Donc nous, notre dispositif étant accompagné avec des sensors, Des capteurs? Des capteurs de différentes, que ce soit des facteurs de stress, d'autres facteurs qui vont pouvoir
optimiser. Notre base de l'intelligence artificielle sur laquelle on va travailler, c'est et du machine learning, mais aussi de la recherche opérationnelle pour optimiser, pour anticiper l'apparition des facteurs. Donc, l'intelligence artificielle aura cette récolte de data aussi pour que ça soit dans des études de recherche pour pouvoir travailler sur la douleur et sur l'anxiété et la santé mentale, ces fluctuations dues aux fluctuations hormonales, mais en même temps de pouvoir analyser cette data pour l'optimiser, pour offrir un meilleur accompagnement, pour anticiper l'apparition de douleurs, pour aider les femmes dans un processus de fertilité, parce que on peut le faire, on peut transmettre les données à son médecin. Elle aura pas, c'est une différentes étapes de vie de femme, rien que la procréation et être dans un cycle de donner la vie quand c'est pas naturel, c'est compliqué. Il y a toute cette anxiété qui est vécue avec. Donc nous, avec notre application, on pourra offrir ce côté un peu humain, ce côté empathique de celui de la meilleure amie. Et souvent, nous, on fonctionne comme ça en tant que femme. On entend ce que notre copine va nous suggérer. Et puis souvent, c'est toujours notre oreille ou la personne qui va un peu nous booster, nous réconforter. Donc, le but de l'application aussi, c'est de dire aux femmes dans cette individualité dans laquelle on vit aujourd'hui, elle n'est pas seule et elle n'est pas seule à vivre ça. Et puis, on peut lui offrir les solutions qui vont être adaptées à elle parce que c'est tellement beau de dire faut manger sain, faut faire du yoga, faut faire du pilates. Mais si la personne, c'est pas quelque chose qu'elle aime, elle va pas juste se forcer parce que ça va faire du bien. Parfois, on se dit oui, il faut se forcer pour que le bien vienne, mais en même temps, on peut aussi offrir des accompagnements plus adaptés à la personne. Peut-être si on lui dit, va juste faire le tour du pâté de maison, genre, juste marcher, sortir ton chien, si t'as ton chien, juste quelque chose qui soit plus adapté, plus réaliste pour elle, elle sera plus apte à le mettre en pratique que quelque chose qui lui correspondrait pas du tout. Je vous écoute, puis j'ai l'impression que vous êtes en train de développer un outil qui va pouvoir servir à la femme dans toutes les phases de sa vie. Ça veut dire que la jeune fille d'aujourd'hui ou la jeune femme jusqu'à très tard dans sa vie. Oui, en vérité, notre solution accompagne la femme du début de ses menstruations jusqu'à la fin parce que ça peut être utilisé autant par une jeune fille qui vient juste d'avoir ses menstruations, je viens juste de connaître ce que c'est le cycle. Autant ça peut être utilisé par une femme qui va être en préménopause ou à la période de la ménopause, comme une femme qui veut donner la vie, parce que ça reste tout ce qui est en relation avec le cycle, avec les hormones et avec le cycle de vie, on va l'accompagner. Mais bien sûr, avec des focus, au départ, on commence par le syndrome prémenstruel, les fluctuations hormonales et l'anxiété qui vont avec et l'heure menstruelle. On a bien compris que donc il y a une partie de ce que vous voulez faire chez Era Care Solutions qui est déjà en place, mais il y a une autre partie qui est en train d'être développée. C'est quoi votre échéancier? À quoi ça ressemble? Notre échéancier pour le dispositif mécanique, donc on vise un lancement des ventes d'ici la fin de l'année, après notre campagne socio-participative. Et puis pour notre dispositif électronique où il y a plus de recherche et développement, je dirais c'est un gap de 3 à 5 ans, le temps de faire les validations parce qu'on est en contact avec l'Université de Sherbrooke. Donc on veut aussi faire de la validation clinique et faire de la recherche par rapport au dispositif électronique et l'application utilisant l'IA. Donc, il va y avoir 3-5 ans, 3 ans pour lancement, régularité, et puis le temps, vu que c'est un dispositif médical avec tout ce qui est Santé Canada, FDA, parce que notre positionnement, ça va être Canada, Québec, Canada et Amérique du Nord dans un premier temps. Ça prend un certain temps, mais l'avantage que nous avons, comme nous avons déjà un dispositif mécanique et puis l'application en utilisant Palia, ça nous permet d'être déjà proche de notre communauté, d'avoir des insights, d'être dans la co-conception. C'est quelque chose qui est important parce que pour nous, on veut pas juste offrir une solution, on veut répondre à une problématique. Et notre problématique, c'est quelque chose qui va au-delà ça touche la moitié de la planète. Il faut savoir que 50 à 70% de femmes à la période, c'est une étude, des résultats qui viennent tout juste de sortir, 50 à 70% des femmes dans le monde souffrent de dépression
au moment de l'après mi-quarantaine jusqu'à l'après-ménopause. Donc, c'est quand même un chiffre qui est énorme. Les seules populations qui ne voient pas leurs chiffres aussi élevés, c'est les Chinoises et les Japonaises. Donc, on se demande aussi par rapport, je pense que c'est un peu plus en rapport avec les qualités de vie, par rapport à tout ce qui est bien-être, s'occuper de son corps et d'être en connexion avec son corps. Donc, je pense que c'est important. Donc, aujourd'hui, l'impact économique est là, l'impact sociétal est là. Et nous, on veut vraiment répondre à cette problématique-là en étant dans l'accompagnement, dans la formation, dans l'information. Nous lançons avec Erin un podcast qui s'appelle Mon cycle de femme également. C'est vraiment pour pouvoir démocratiser. Je pense que c'est au-delà de juste le femtech aujourd'hui, c'est fancy, c'est tendance, tout le monde en parle, mais c'est pas juste une mode, c'est pas juste femtech, ça fait hype de le prononcer de cette manière-là. Ça concerne la santé de la femme. Et la santé de la femme, c'est juste au-delà de la santé de la femme, c'est la santé de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, si on ne prend pas en charge ces problématiques-là, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui nourrit les enfants, donc filles ou garçons. Donc, si on ne prend pas en charge la problématique, la santé et sérieusement la santé de la femme aujourd'hui, c'est l'humanité de demain qui va être malade. Donc, il est temps. Je ne suis pas une féministe, mais je suis pour l'amélioration de la condition féminine. Et je pense qu'aujourd'hui, en FemTech, en santé de la femme, nous avons besoin d'avoir de plus en plus de femmes qui drive, de plus en plus de femmes qui ont ce regard-là. Parce que on a beau avoir tous les hommes avec toute leur empathie, ils vivent pas ce que nous vivons. Personne ne peut le comprendre tant qu'on le vit pas. On est cyclique, on passe par 4 phases en un seul mois. Imaginez dans une vie. Donc à ce moment-là, je pense que aujourd'hui, il est vraiment important d'avoir des femmes aux têtes de FemTech accompagnées d'hommes qui partagent cette inquiétude autour de la santé de la femme, autour d'amélioration de sa qualité de vie, parce que je pense que c'est un bien-être à toute l'humanité. Dr. Khalif, en terminant, les gens qui veulent vous suivre dans la progression des solutions que vous amenez, de quelle façon ils le font? Oui, moi je suis présente sur LinkedIn. On a une page LinkedIn. Notre site web va être lancé d'ici la fin du mois, donc on travaille dessus. Mais je suis très présente sur LinkedIn, Dr Lamia Khalif, ERA Care Solutions sur LinkedIn. Il y a vraiment beaucoup d'avancées. Je suis très impliquée aussi en santé de la femme, donc vous aurez beaucoup de publications autour de ça. Dr Lamia Khalif, vous êtes PDG, cofondatrice de ERA Care Solutions. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci à vous, ça a été un vrai plaisir. Comme à l'habitude, on va retrouver Jean-François Poulain pour parler, et pas du UX cette semaine, mais on va parler on reste dans le domaine du numérique, mais on va parler de TikTok. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, dans le cadre de ton déplacement pour le WAC de Québec, d'ailleurs, on salue les gens de Québec qui nous écoutent, tu as fait plusieurs entrevues, on en a entendu quelques-unes, et là, cette semaine, tu nous présentes la dernière que tu avais encore dans ta besace, et justement, c'est avec quelqu'un qui s'intéresse à l'utilisation de TikTok. Ben oui, le titre m'a interpellé parce que c'était le nom de la conférence, c'était « Je ne Google plus, je TikTok ». J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que même moi, mon réflexe lors des dernières pluies, ça a été d'aller voir TikTok pour voir qu'est-ce qui se passait réellement en temps réel sur le terrain. Les gens sont là puis ils filment. Après, tu vas ailleurs pour vérifier, valider les informations et tout. Et c'est ce que me confirmait Marie-Noëlle Poirier, qui était justement la conférencière au WAC, qui est chef de produit et stratégie chez Radio-Canada, qui était à ce moment-là avec mordu.ca, le site de recettes de Radio-Canada, mais qui est maintenant avec Chloé Sandervost au niveau d'intelligence artificielle. Ils font des belles choses et elle nous en parle dans l'entrevue. Bon, ben on va aller écouter ça immédiatement, puis je te remercie pour cette rencontre et ces rencontres que tu as faites dans le cadre du WAC. D'ailleurs, on espère que l'événement reviendra l'an prochain. On se croise les doigts. Et puis, Jean-François, je te dis à la semaine prochaine. Absolument, à la semaine prochaine. Et on écoute tout de suite ton entrevue. Bye, Bruno. Je suis spécialisée en référencement, oui. Mais pour moi, il n'y a pas de référencement sans expérience utilisateur parce que on s'entend que il faut que l'expérience utilisateur soit bonne
pour être bien référencé. Entre autres, sur Google, Google va vérifier que l'utilisateur va rester sur la page, il va faire des actions sur la page. Ça fait partie de son algorithme, donc c'est vraiment important que l'expérience utilisateur soit top pour le référencement. Là, tu considères, parce que tu es historiquement quelqu'un qui a fait du référencement, donc. Oui, exactement. Puis du référencement, ça se fait partout où il y a un moteur de recherche, donc TikTok avec un algorithme. Donc TikTok en fait partie également. Oui. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas, c'est peut-être générationnel, mais j'utilise peu TikTok comme moteur de recherche, comme façon de trouver des informations. Mais donc, le sujet de ta conférence au Web à Québec, c'était ça un peu. Tu as des gens qui maintenant l'utilisent parallèlement comme façon de trouver des informations. C'est intéressant, mais ça fait peur en même temps. Oui, la génération Z est friande, en fait, de faire de la recherche sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment ce qu'on recherche, surtout en termes de voyage, restaurant, expérience. On voit la vidéo, donc on voit qu'est-ce qui nous attend. Fait que ce que les gens font, ils vont sur TikTok faire cette recherche-là, vont sélectionner des restaurants ou des destinations voyage et après vont faire une autre recherche sur Google pour approfondir. Ah oui, OK. Donc, c'est une entrée en matière dans les sujets qu'ils recherchent et ils vont approfondir. Donc, il y a je sais pas, la vérification des faits, donc, à travers ça un peu. Là. Si c'est pour un voyage, bon, on entend parler d'un hôtel, mais on va aller valider si cet hôtel-là est vraiment bon. Là. Exactement. On va faire notre réservation à travers Google, mais on va l'avoir découvert sur TikTok. En fait. OK. Mais donc, c'est rassurant. Donc, on peut se dire. Et donc, mais c'est un phénomène de génération en même temps, non? Qui va faire ce genre de démarche-là? Puis j'imagine que c'est pas tout le monde non plus qui va valider par Google aussi en plus. Là. Sur TikTok, c'est limité ce qu'on peut faire quand même. Donc, puis on le sait que c'est du contenu qui est généré par les utilisateurs, donc c'est pas toujours effectivement véridique. Faut faire attention. Ouais. Mais la plupart des gens, je dirais, vont aller sur Google après, même dans la génération Z. Donc, Google fait partie de l'écosystème quand même. Ouais. Ah oui, tout le temps et à toutes les générations. Oui, absolument. C'est intéressant parce qu'on peut assumer aussi qu'il y a des gens qui prennent peut-être un petit peu plus à 100% l'information qui passe en vidéo comme ça. Parfois, ça peut être plus convaincant. Mais de toute façon, au niveau crédibilité, on peut en dire autant de ce qu'on peut trouver sur le web en général. Quand et si on va sur n'importe quel site, c'est pas nécessairement plus valide que quelque chose qu'on trouverait sur TikTok. Là. Non, exactement. Il y a des sites, évidemment, qui sont plus crédibles que d'autres. Mais TikTok, faut le voir vraiment comme un outil de découverte. Puis, tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait tout vérifier sur Google, mais il y a des choses peut-être des fois qu'on va pas aller vérifier. Si je découvre un restaurant à Montréal, peut-être que je n'irai pas sur Google pour trouver l'adresse, là, par exemple. Mais il y a des choses plus sérieuses qu'on va aller vérifier, ça, c'est sûr. Et dans l'ensemble, toi, étant une personne qui est spécialiste, par exemple, tu as des projets dans le cadre de Radio-Canada, toi, ton réflexe, c'est de te dire, il faut qu'il soit connu sur des endroits comme Google, mais TikTok et autres. Comment tu vois l'écosystème comme ça des médias sociaux en lien avec, quand on veut faire connaître un projet, on doit le voir comment cette espèce d'aspect tentaculaire de notre projet, là? En fait, tu le sais, avec la multiplication des plateformes, on n'a pas le choix d'être partout. Fait que l'idée, c'est d'être le plus efficace possible tout en étant partout. Puis de la bonne façon à chaque endroit. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais sur TikTok, on peut pas dire je vais prendre un extrait d'émission télé, je vais le mettre là, ça marchera pas. Il faut vraiment être spécifique. Fait que ce qu'on a fait, entre autres, c'est d'engager des TikTokers qui vont être en mesure de produire du contenu qui va être spécifique à TikTok, mais qui peut être réutilisé après ça sur Instagram, qui peut être même réutilisé sur notre site web. On va faire des pages avec les vidéos TikTok embeddées, ce qui nous permet après ça d'aller se positionner sur Google avec ces pages-là. Et on pourrait dire, en gros aussi, j'imagine que quand quelqu'un conçoit maintenant un projet, là, je parle pas des projets qui sont purement fait sur des TikTok ou des Instagram de ce monde, mais quand quelqu'un conçoit maintenant un projet numérique, il doit carrément garder une bonne part du budget pour la création d'un contenu unique à ces plateformes-là aussi. C'est pas juste des dérivés, c'est vraiment de la création pure, là. C'est 100% de la création pure sur TikTok. Puis même, je dirais, quand on faisait des tests, on se rendait compte que si ça n'avait pas été filmé sur un téléphone, monté sur un téléphone, il y avait une différence dans l'algorithme, donc on était moins poussé par l'algorithme dans les For You page. Oui, c'est ça. Donc, c'est important de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que ça coûte pas très cher. Ça prend un téléphone, un trépied, un ring light.
puis un petit peu de montage dans une application qui coûte pas très cher, et puis on a un contenu. Oui, Donc, c'est vrai. Mais c'est ça, à ce moment-là, quand même. Puis en plus, il y a un truc que vous avez plus que les sites web ont maintenant, c'est un feedback automatique de toute la communauté. On le sait si le contenu fonctionne ou fonctionne pas, ou s'il fait réagir négativement. C'est un retour utilisateur, si on peut dire, qui est important. Puis comment on fait pour en tenir compte et influencer? Et comment on s'ajuste à ces feedbacks utilisateurs, en fait? Ben, en fait, tout est dans la rapidité de création de contenu. Puis, comme je disais, ça se fait bien vu qu'on est avec un téléphone. On est capable de monter rapidement. On regarde les commentaires, on s'ajuste. Souvent, on va essayer d'interagir avec le public aussi. Donc, s'assurer de poser des questions. Mettons qu'on va on va dans un restaurant, on fait vivre l'expérience du restaurant. Quel autre restaurant dans ce quartier-là voulez-vous voir dans notre prochaine vidéo? Donc, on essaye d'interagir le plus possible avec le public, là. Oui, parce que les gens le sentent aussi, s'il n'y a pas une réactivité rapide, ils se disent que c'est une marque qui veut être présente, mais qui n'est pas vraiment là dans la communauté comme nous le sommes, là. Ça doit se sentir. Exactement. Puis on n'est plus à l'ère où on peut juste pousser du contenu. Il faut vraiment que ça soit une voie de circulation à double sens, là. Mais comment on met une équipe en place pour faire ça? Parce que inévitablement, je veux dire, un projet comme ça, il doit être vivant sur une période X. Là, après, on s'entend, c'est des budgets, ça peut être 2-3 ans. Mais qui on positionne dans une équipe comme ça? C'est plus les médias, c'est plus les départements de communication traditionnels qu'on avait dans les organisations. C'est des gens qui sont action-réaction, là, qui peuvent pas toujours remonter à la direction pour valider si tout ce qu'ils disent est bon et véridique, là. Enfin, véridique, oui, c'est Radio-Canada, j'assume. Mais je veux dire, pour être en relation rapide comme ça, tu peux pas tout le temps passer par les avocats, les relations publiques et tout. Quelle est la nature d'une équipe que tu construis comme ça? Donc, c'est ça. On fait pas approuver les choses par la direction, ça c'est sûr. On a des guidelines, désolé pour l'anglicisme, des guidelines en place au niveau du contenu. La façon qu'on est organisé, c'est pas des communications, c'est vraiment une équipe de production de contenu. Carrément. Donc, puis c'est sûr qu'à Radio-Can, on fait ça, là. On a des producteurs de contenu, c'est ça, des producteurs de contenu finalement. Et puis la personne qui s'occupe de TikTok fait partie de cette équipe de contenu-là, donc est un créateur de contenu et pas une personne de communication. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté quelqu'un qui était déjà sur TikTok, qui était un influenceur TikTok, qui connaît les codes, qui est capable de monter ses propres vidéos. Donc, c'est un peu un one-man show aussi, là, la personne qui s'occupe de ça. Mais ça, j'allais dire, en même temps, c'est un one-man show ou un one-woman show dans un certain sens. Mais comme il y a d'autres canaux, tous les canaux ne peuvent pas être des créatures indépendantes non plus. Donc, vous faites des meetings de production pour remonter ces problématiques-là ou les choses qui ont pu être dites. Et, par exemple, les suggestions dont tu parlais tout à l'heure des restaurants, vous les remontez. Fait qu'il y a quoi? Il y a des canaux. Les canaux remontent vers le haut, puis vous avez un comité éditorial ou quelque chose comme ça? Oui, exactement. On a une réunion éditoriale à chaque semaine. Ça, c'est la première chose. On a aussi certains groupes là, sur Slack, entre autres, ou sur Google Hangout, où on discute justement des trends qu'on a vus, du feedback utilisateur. Fait qu'on s'assure d'être capable d'avoir cette liberté-là ou cette rapidité-là de réaction là, selon ce qu'on voit. Ah, c'est carrément des relations publiques, dans un mix, une moyenne entre un département de communication et de relations publiques, parce que vous êtes toujours en réaction contre réaction avec les gens qui communiquent avec vous. Des fois, ça peut être négatif. Il faut gérer, parce que c'est quand même une grande marque, Radio-Canada derrière, là. Oui, absolument. Oui. Puis, tu disais, tout à l'heure, tu en as parlé, le positionnement donc de TikTok par rapport à Google, c'est quoi? Tu en as parlé dans ta conférence aussi. Oui, en fait, c'est que Google a commencé à indexer des vidéos TikTok dans une section, puis c'est juste en anglais encore pour le moment, dans une section qui s'appelle Short Videos. Okay. Mais je l'ai pas, comme je dis, je l'ai pas vu en français. Donc, en anglais, si on cherche, puis là, je vais retourner aux recettes vu que je suis sur mon visu. Si on cherche une recette en anglais, fait que si je cherche, je sais pas, n'importe quoi, moussaka, par exemple. On parlait de la graisse tout à l'heure. En bas, je vais avoir des résultats qui proviennent de TikTok, de YouTube aussi, en format vertical. Là, c'est vraiment toutes des vidéos verticales, les short vidéos. Et puis c'est ça, fait que c'est une section de Google en bas de la page qui s'appelle Short Video. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que ça, c'est une des façons qu'on peut se positionner sur Google avec TikTok.
L'autre façon, c'est comme ce que je disais, c'est de créer des pages sur notre site avec des vidéos TikTok. Au lieu de créer du contenu, on peut évidemment écrire un article ou écrire un billet de blog, etc. Mais c'est intéressant d'aller embedder notre vidéo TikTok sur notre site aussi pour aller chercher du trafic via le site. C'est super intéressant. Puis là, tu me disais en pré-entrevue que tu es aussi maintenant dans le groupe d'intelligence artificielle ou avec Loïs Sandervost. Est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu as appris ou ce que tu as fait? Tu es quand même une personne spécialisée en référencement. Tu as touché à TikTok et à la gestion de ce genre de médias sociaux-là. Qu'est-ce que tu transposes donc dans l'intelligence artificielle à ce niveau-là? En fait, il y a plein de choses. Une des choses qu'on est en train de travailler, c'est d'automatiser nos scénarios avec l'intelligence artificielle. Nos scénarios pour les vidéos TikTok, entre autres. Okay. Donc, on est capable de faire des GPT, par exemple, là, où on va dire, voici le ton qu'on veut avoir, selon c'est quoi la marque à Radio-Can, avec aussi la durée, etc., etc. Fait que ce qu'on peut faire, c'est aller prendre un article qui existe sur le site, mettre ça le passer dans ChatGPT avec ce GPT-là, et ça va nous sortir un scénario dans le ton qu'on veut avec la bonne cadence, là. Mais c'est sûr que ça prend du raffinement. C'est pas au premier coup, on fait un prompt en disant fais-moi un scénario avec cet article-là que ça fonctionne, là. Vous êtes à un jet de pierre aussi de littéralement produire des capsules TikTok qui seraient complètement animées par quelqu'un qui est artificiel. En fait, on a une charte de principes directeurs sur l'IA à Radio-Canada. Et puis, en fait, on ne produit pas de contenu généré par l'intelligence artificielle. Ou s'il y en a, par exemple, je te donne un exemple, on va faire du speech to text. Donc, faire de la transcription automatique des émissions radio, des balados, qu'on va revérifier après. Fait que ce genre de choses-là, on va le faire, mais on va jamais créer du contenu 100% fait avec l'intelligence artificielle. En tout cas, en ce moment, ça ne fait pas partie de nos principes. Wow, c'est vraiment super intéressant. J'ai hâte d'en voir sorti. J'espère que vous allez les taguer comme étant scénarisés sur intelligence artificielle. Peut-être pas. Je ne sais pas encore. On est en train de tout valider ça. Question éthique, question de transparence avec le public. Là. On veut le plus possible exposer. Si on a utilisé l'intelligence artificielle pour un contenu, effectivement, de l'exposer au public, là. Ah, c'est des grandes questions qui nous guettent, qu'on est dedans. Mais c'est intéressant parce qu'au moins, chez Radio-Canada, vous en tenez compte et vous agissez en conséquence. Vous y réfléchissez, là. Oui, c'est important. Écoute, Marie-Nathalie, merci vraiment beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était super intéressant. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités. Merci à Jean-François Poulin pour sa présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet et dès lundi pour une nouvelle édition de 120 secondes de tech. Bonne fin de journée. Portez-vous bien.